Bonjour à tous. J'ai pour habitude, avant de commencer une intervention, d'abord de me présenter. Donc je suis pas chercheur, je travaille pas à l'INAO, je suis vigneron dans les Costières de Nîmes. Je suis donc producteur à la fois de vins d'appellation d'origine contrôlée du Costières de Nîmes et producteur également de vins IGP OC sur une autre structure. Donc les propos que je vais tenir devant vous, ce sont des propos de responsables professionnels. Bien sûr que dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où il y a effectivement beaucoup de débats sur les questions environnementales et tous nos candidats à la présidence de la République ont ce mot à la bouche, moi j'en resterai uniquement sur un débat technique et un débat de politique, mais agricole, simplement agricole, quoi. Donc, vous m'avez demandé effectivement de parler de ces pratiques et de ces chartes que l'on doit mettre en place. Je dois vous dire effectivement que depuis un certain nombre d'années, j'ai eu la chance de présider la commission environnement de l'INAO. Mais vous savez que l'environnement, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'il y a quelque temps, n'a jamais fait beaucoup recette. Pour plusieurs raisons, puisque les questions environnementales, tout le monde était persuadé de mettre en place des pratiques, mais en définitive, peu de gens concrètement savaient ce que c'était. Et donc, j'ai même eu la lourde mission, à la fin de l'année 2011 et début 2012, de présenter à la fois au comité permanent de l'INAO, comité 20, de l'INAO, mais également à la commission permanente et au comité 20 de l'INAO, quelques rappels fondamentaux importants dont il me semble qu'il fallait que les professionnels qui siègent à ce comité puissent s'approprier pour qu'on puisse avancer. Je vous rappelle que l'INAO, c'est aussi un comité 20, un comité IGP 20, un comité IGP agro, un comité également pour les produits agroalimentaires, et que jusqu'à aujourd'hui, peu de liens sont établis, notamment sur des mesures transversales et notamment sur des mesures environnementales. Alors j'ai voulu, dans un premier temps, faire affirmer haut et fort à ces responsables, c'est-à-dire aux 25 négociants et aux 25 producteurs que constitue le comité 20, que lorsqu'on parle de signes de qualité, il est tout à fait naturel que l'on touche effectivement aux questions environnementales et que quelque part c'est notre fonds de commerce et que je dirais que nous, producteurs de vin, c'est notre responsabilité sociétale, c'est notre contribution, je le répète, à ce que dans les campagnes, à la fois on soit capable de respecter l'environnement, on soit capable de le mettre en valeur et on soit capable également de mettre en valeur nos paysages. Et comme je vous le disais en tout début de mon intervention, je pense qu'il serait grave pour nous vignerons, pour nous gens de la filière, de laisser parler notamment les hommes politiques en notre nom, car c'est bien nous qui détenons les clés du problème et c'est bien nous qui au quotidien sommes au contact de cet environnement, de ce paysage, et c'est bien nous qui devons le mettre en valeur, quoi. Alors, je voudrais aussi intervenir dans un cadre, bien sûr, des zones AOC, comme vous le savez, et que ces zones AOC, je vous le rappelle, parce qu'on y passe trop souvent rapidement dessus, une fois qu'elles ont été reconnues par les pouvoirs publics, elles deviennent patrimoine national. Et qu'à partir de là, une fois que nos zones d'appellation d'origine contrôlée sont devenues patrimoine national, au même titre que certains monuments historiques dans nos villes, nous ne devons pas faire n'importe quoi. Alors bien sûr que ce patrimoine national nous appartient à nous, vignerons, puisque nous y gravitons au quotidien dessus, mais qu'effectivement il appartient à tous les êtres humains qui vivent autour de nous, c'est-à-dire à l'ensemble des populations qui nous entourent. Et que toute activité humaine est bien sûr susceptible d'influer et d'exercer une influence sur le milieu naturel, et bien sûr à une action sur l'équilibre des ressources. Que la biodiversité, les milieux et les ressources peuvent être affectés par certains modes de consommation ou de production qui prennent insuffisamment la notion de durabilité. Et vous savez que comme moi aujourd'hui, on parle de plus en plus de développement durable
et le développement durable, la viticulture et l'agriculture en général, c'est quand même bien celle qui s'inscrit aujourd'hui le plus dans cette notion de durabilité, quoi. Je voulais également vous dire que la préservation de l'environnement doit être recherchée afin de préserver le présent et de s'inscrire dans une dynamique de transmission du patrimoine naturel aux générations futures. Lorsqu'on parle d'appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas un phénomène éphémère, c'est bien une durabilité, c'est bien quelque chose qu'on bâtit à notre époque, mais que l'on doit laisser aux générations futures encore en meilleur état que ceux que nous l'avons trouvé quand nous l'avons récupéré, quoi. Alors, j'ai proposé au comité 20 de l'INAO que l'on soit capable d'affirmer 11 points essentiels. Le premier, lorsqu'il y a fondement même de la reconnaissance des productions sous signe de qualité par les pouvoirs publics, qui repose sur une double prise en compte des notions de terroir et de territoire. La notion de terroir résulte, de l'interaction, et je crois que c'est important de le rappeler, notamment pour les jeunes générations, parce qu'on l'a souvent oublié, que cette notion de terroir résulte de l'interaction entre un milieu naturel caractérisé notamment par son sol, son climat, mais aussi son environnement et son paysage, bien sûr par une ou plusieurs espèces et variétés végétales, par une tradition, un savoir-faire individuel réaffirmé par le collectif, des opérateurs au travers d'un cahier des charges dans chaque ODG, et que l'interaction de ces trois éléments donne un produit unique, non reproductible, appartenant au patrimoine collectif et garant d'une typicité reconnue par le consommateur. C'est le fondement même des appellations d'origine contrôlée. Je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, car aujourd'hui, dans un monde où tout le monde essaie de copier ce que l'on fait, alors en France, à l'étranger, il n'y a qu'à le voir dans le cas d'industriels, l'appellation d'origine contrôlée et les signes de qualité, par leur reconnaissance, ne pourront se faire uniquement dans les zones reconnues, là où elles sont reconnues. Et je crois que c'est peut-être une chance que nous avons dans notre pays d'avoir ces appellations d'origine contrôlée, car irreproductibles ailleurs. La notion de territoire repose en particulier également sur la détermination d'une zone définie et présentant des caractéristiques notamment environnementales spécifiques. La caractéristique de ces démarches de production inhérentes à ces zones et s'inscrivant dans le temps. Et bien sûr, le recours à des ressources locales. La préservation des terroirs et des territoires nécessite impérativement que les caractéristiques et leur interaction, alors ce qui vous est présenté, ça c'est ce que je présenterai après, c'est à partir d'un exemple, donc peut-être vous pouvez ne pas projeter, il y avait uniquement les photos pour peut-être cadrer, mais hein, ça, on le fera en deuxième temps, quoi. Donc la préservation des terroirs et des territoires nécessite impérativement que les caractéristiques et leur interaction consacrées lors de reconnaissance par les pouvoirs publics demeurent et soient préservées afin que la production sous signe de qualité puisse perdurer. Un troisième point, à cette fin, et tout particulièrement les opérateurs producteurs de signes de qualité contribuent à préserver des ressources environnementales au travers de leurs itinéraires de production, contribuent à préserver le milieu et les ressources des atteintes qui seraient susceptibles de leur porter. Et on l'a vu tout à l'heure lors des débats précédents qu'effectivement, en fonction des pratiques que l'on est capable de faire sur le terrain, on peut affecter ou non le paysage. Et moi, là, je vais même beaucoup plus loin. Et à travers les débats que nous avons eus ce matin, on est bien sur un schéma de professionnalisation du métier, à ne pas faire n'importe quoi dans un milieu naturel, qui effectivement nous est prêté à un moment donné puisque nous sommes là, mais qui est aussi destiné aux générations futures. À défaut, nous devons nous engager à limiter au maximum les conséquences, effectivement, et reconnaître le caractère nécessaire, transmissible du patrimoine naturel exploité. En quatrième point, afin de pleinement contribuer à la durabilité des productions signes de qualité, le caractère stratégique de l'usage de chacune des ressources environnementales utilisées ou impactées doit être pesé, mesuré et en particulier. Tout d'abord, il y a l'eau, la ressource en eau, le sol, la biodiversité faunistique et floristique et le paysage, notamment au regard des pratiques agricoles et agronomiques qui peuvent les impacter ou contribuer à les prévenir. Car là aussi, nous avons un impact fort, notamment dans nos régions du Sud. Lorsque l'on voit ce qu'on nous annonce en matière de réchauffement climatique, dérèglement climatique, et là-dessus, il y a des travaux extraordinaires qui ont été menés,
que effectivement l'agriculture, la viticulture va avoir un effet important par rapport à la limitation de ces risques naturels, notamment l'irrigation et également l'érosion. La production sous signe de qualité répond également à la volonté des opérateurs d'être identifiés et reconnus comme contribuant à l'aménagement de l'espace et du paysage, avec la volonté réaffirmée de valoriser l'image de leurs produits tout en préservant une valorisation économique de ceux-ci. En point numéro 6, afin de concrétiser les objectifs rappelés, les opérateurs se dotent de chartes de bonnes pratiques environnementales élaborées par les ODG, les fédérants. Les ODG, points focaux de la promotion, de la valorisation des produits sous signe de qualité, outre l'élaboration des chartes de bonnes pratiques environnementales nécessaires à l'accompagnement des pratiques professionnelles de l'ensemble des opérateurs, en promeuvent leur appropriation et leur déclinaison concrète par chacun des opérateurs. L'INAO, et en particulier son réseau environnement, est le garant de la promotion des actions contribuant à la mise en œuvre des chartes de bonnes pratiques environnementales, tout particulièrement auprès des ODG. La formation, nous en avons un peu parlé ce matin, mais la formation à l'environnement représente un levier indispensable afin que chaque opérateur soit en mesure d'exercer pleinement ses droits et devoirs en matière de préservation de l'environnement dans le cadre de son activité de production. En point numéro 10, la recherche et l'innovation doivent concourir à l'élaboration de pratiques agricoles et agronomiques préservant les ressources et les pratiques et le savoir-faire indispensables à la production de signes de qualité et contribuant à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. En point numéro 11, par ces chartes environnementales des produits sous signe de qualité, est ainsi réaffirmée la volonté des opérateurs d'identifier, faire connaître et promouvoir les bonnes pratiques des agriculteurs en matière de protection de l'environnement et de développer, fédérer et communiquer autour des démarches existantes relevant d'existence et d'objectifs communs. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, les viticulteurs, les agriculteurs en général sont victimes d'attaques à régler, notamment par beaucoup de consommateurs nous accusant de polluer, nous accusant de tous les maux. Or, je crois que nous pouvons réaffirmer haut et fort que de nombreux efforts ont été faits, que les questions environnementales et paysagères, c'est bien notre fonds de commerce, que c'est bien notre travail que nous faisons au quotidien, et donc il faut être capable de le réaffirmer haut et fort et tous ensemble. Alors maintenant, les regrets. En tant que responsable de cette commission au niveau de l'INAO, j'ai des regrets à faire. Et vous savez, pour les gens qui me connaissent, j'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois, donc ça ne me gêne pas de les faire publiquement et que chacun puisse les entendre. Nous avons eu la chance de pouvoir réécrire nos cahiers des charges, enfin nos décrets d'appellation, qui se sont transformés en cahiers des charges. Ça a été la réforme du l'INAO. Mais j'ai quelques regrets à formuler, c'est qu'on nous a interdit de pouvoir mettre dans ces cahiers des charges des mesures agro-environnementales. Vous savez comme moi que ces cahiers des charges régissent et règlent et délimitent la possibilité des actions que nous devons mettre en place dans nos ODG, mais force est de constater que tout ce qui avait été mis dans les cahiers des charges en matière d'agro-environnemental a été supprimé. Et pour une raison simple, ça a été supprimé parce qu'on nous a dit que les mesures agro-environnementales n'avaient aucun effet sur le produit. Ce à quoi je réponds, personnellement, ça n'engage que moi, c'est totalement faux. Car lorsque vous évoluez dans un milieu agricole avec des paysages et un environnement particulier, effectivement, il y a le savoir-faire de l'homme, il y a également l'environnement qui est en compte, et effectivement, ces interactions peuvent avoir un effet sur le produit. Donc, lorsqu'on me dit ça, je suis tout à fait très réservé. Donc nous avons l'obligation, puisque le Grenelle de l'environnement est passé par là depuis maintenant quelques mois, que ce Grenelle de l'environnement, le Grenelle 1, le Grenelle 2, donc l'application maintenant du Grenelle, nous oblige, nous, INAO, suite à un contrat d'objectif qui a été signé par le ministère de l'Agriculture et le ministre de l'Agriculture, donc par Bruno Le Maire, et par le président de l'INAO, Michel Prug, de mettre également à l'INAO un peu de verdissement, parce qu'on l'appelle comme ça, quoi. Et donc, nous allons, au niveau de tous les cahiers des charges, être obligés, au niveau de chaque ODG, de travailler à une annexe, une charte, à travers des chartes de bonnes pratiques,
que nous serons obligés de mettre en place avec des annexes à nos cahiers des charges qui feront valeur de ce que l'on peut mettre en matière de respect de l'environnement. Alors vous voyez, c'est un peu déjoué, ça aurait été dans les cahiers des charges, on aurait gagné du temps, ça faisait force de loi, ça faisait également obligation de mettre en place, alors que dans ces chartes de bonnes pratiques que nous allons mettre en annexe au cahier des charges, nous aurons simplement la possibilité d'y faire référence sans obliger un producteur qui serait récalcitrant à ça de le mettre en pratique sur son entreprise. Donc c'est quand même un peu dommageable. Je voudrais également affirmer devant vous que nous avons une chance d'avoir des paysages dans nos appellations, dans notre terroir, que nous vignerons, nous paysans, nous producteurs, pour nous c'est une réalité quotidienne puisque nous travaillons dessus tous les jours sans se rendre compte de la richesse que nous avons au quotidien. Et que par rapport à ça, lorsqu'on sait que l'on veut faire venir du tourisme chez nous, lorsque l'on sait que nous avons de plus en plus de difficultés à communiquer uniquement sur le produit vin, il faut utiliser ces paysages, il faut utiliser cet environnement pour vendre nos terroirs, pour vendre notre territoire, pour vendre notre région, et que par là même, nous avons la possibilité de capter les touristes par le côté environnemental et paysager, pour les faire venir d'abord déguster notre territoire, nos paysages, notre environnement, avec, dans une deuxième possibilité, leur faire déguster nos produits, nos vins. Et bien sûr que lorsqu'on fait l'alliance du vin, du paysage, du terroir, nous savons que les vacanciers, les touristes qui passeront dans nos régions repartiront à la fois avec des vins de qualité, avec des papilles qui auront été réveillées, qui auront été attirés et satisfaits, j'espère, mais également avec une image d'un paysage qui est liée à la qualité de nos produits. Donc je pense que c'est essentiel pour nous de pouvoir faire cela. Donc l'année 2012, l'année 2013 va être consacrée à ce que dans nos ODG, un travail de fond soit fait pour qu'on puisse bâtir ces chartes de bonnes pratiques environnementales en annexe au cahier des charges. Nous allons également le faire, vous savez que les renominations à l'INAO ont été faites, et donc le 15 mars, le comité 20 se réunit pour redistribuer les commissions aux divers membres qui ont été renommés, dont je fais partie. J'espère regarder ce dossier, bon, je pense que ça devrait se passer, mais je pense aussi qu'il va falloir faire un travail horizontal, car comment ne pas imaginer dans nos régions où la mixité est forte, en Languedoc-Roussillon et en région PACA, puisque nous produisons à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée ou protégée et des vins IGP, indication géographique protégée, comment ne pas avoir des mesures transversales qui seront étudiées, et on doit se rencontrer comité vin et comité IGP sur le sujet pour essayer d'avoir faire quelque chose de linéaire et de transversal sur le sujet. Donc vous voyez, le travail va être lourd, avec une obligation de résultat, mais sachez que pour les gens qui sont le plus réticents, parce que voyant ça comme une contrainte supplémentaire, moi je dis il ne faut pas le voir comme une contrainte supplémentaire, c'est une chance supplémentaire. C'est une chance pour pouvoir donner aujourd'hui aux vignerons une façon de pouvoir s'exprimer comme quoi il est respectueux de l'environnement, il croit en l'environnement, il croit à la promotion de son terroir, de son territoire, tout en le respectant. Voilà pour la première partie que j'avais à développer. Maintenant, je vais partir d'un exemple concret, parce que je crois que la crédibilité des propos ne vaut que par rapport à un exemple concret. Et c'est la charte que nous avons mis en place dans les Costières de Nîmes, puisque je suis président également de l'ODG Costières de Nîmes. Et que pour nous, par rapport au paysage que nous avions, il me semblait tout à fait naturel, avec l'équipe que j'anime au niveau de mon ODG, qu'on puisse avoir une démarche environnementale forte, car pour faire bref, l'appellation costière de Nîmes est une appellation la plus au sud de la vallée du Rhône, située entre la Garrigue et la Camargue, constituée des alluvions à la fois du Rhône et du lac du Rance. Elle part de Nîmes et elle va jusqu'à la Camargue. Alors on pourrait se demander pourquoi un ODG doit se doter d'une charte paysagère. Se doter d'une charte paysagère, c'est développer un moyen d'action sur l'aménagement du territoire et le développement du territoire. Et c'est également être reconnu comme acteur fort du processus d'aménagement du territoire.
mais c'est également créer un outil de valorisation économique innovant permettant de communiquer différemment sur la filière viticole. Alors quand on dit développer un moyen d'action, c'est aussi également quelque chose de très important puisque ça nous a permis, nous, vignerons, représentants de l'ODG, de pouvoir fédérer l'ensemble des administrations qui gravitent autour de l'agriculture et de partager ce projet que nous voulions mener pour essayer de le mener à bien, quoi. Donc, comment nous avons fait? Donc, la réflexion a été lancée au mois de janvier 2006. Elle a été soutenue dans un premier temps, bien sûr, par la DREAL, Languedoc-Roussillon, mais également par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, à laquelle nous avons vendu le concept, puisqu'il était important pour nous, à travers les 24 communes de l'appellation, de pouvoir avoir une démarche identique, même si nous avons d'un côté la communauté d'agglomération de Nîmes et également une autre communauté qui s'appelle Terre d'Argence, puisque nous avons 24 communes et nous avons deux intervenants de communautés d'agglomération qui se chevauchent. Nous avons en 2007 signé officiellement la charte paysagère des Costières de Nîmes et nous avons à partir de là élaboré un document qui nous sert de communication. C'est comme ça que nous avons pu faire un document avec un CD-ROM en expliquant les motivations au départ des vignerons de l'appellation pour aller dans ce sens-là, dans le respect de l'environnement, des pratiques. Alors il est vrai que ça a été peut-être un peu plus facile dans notre appellation puisqu'il y avait beaucoup de vignerons qui étaient à la fois engagés dans les démarches agriculture raisonnée, soit au titre de la qualification de l'agriculture raisonnée, soit au titre de Terravitis, et donc tous, ou soit également engagés en agriculture biologique, et ce qui nous a permis d'aller peut-être un peu plus vite dans la façon de procéder. Ensuite, en matière des travaux préalablement nécessaires, nous avons fait un diagnostic paysager environnemental. Nous avons pris des experts et nous avons été capables de définir 5 grandes zones paysagères au niveau de notre appellation pour essayer de mettre en valeur leur objet. Donc, vous pouvez le voir donc, au nord, bien sûr, situé au nord, donc côté Nîmes, Nîmes en costière. Ensuite, à l'est, vous avez les coteaux de garrigues. Vous avez ensuite les terrasses des costières. Ça, c'est la ligne de crête, puisque nous avons une costière nord, une costière de sud, avec une ligne de crête faite par les terrasses des costières et également les collines des costières. Et nous avons toute la partie sud qui retombe sur la Camargue, les bas-cônes des costières. Donc, ces 5 unités paysagères ont un peu des spécificités, notamment par rapport aux paysages qui sont totalement différents, mais qui ont également des richesses et qui complémentairement font ce que sont les costières, quoi. Alors, il a fallu également faire un travail entre janvier 2006 et juillet 2007. Nous avons également fait un travail de fond en regroupant 34 fiches actions conduites autour de 3 axes. Alors, je ne vais pas vous détailler les 34 fiches actions, ça serait bien trop long, mais vous dire qu'elles permettent de travailler sur les ressources naturelles et la notion de biodiversité. Elles permettent également de gérer l'identité rurale et agricole du territoire et elles permettent de valoriser l'activité agricole par le tourisme et la communication, ce qui est aussi un point important puisque je vous rappelle que on nous annonce des afflux de population dans notre région et que par rapport à ça, il faut être capable de les accepter, de les accueillir surtout, mais de les accueillir dans de bonnes conditions. La friche qui a gagné quand même cette région, on peut se le dire aujourd'hui, un peu de partout, dans le Languedoc-Roussillon et même en région PACA, cette friche doit être effectivement disparaître au profil de culture par le côté production, acte de production, mais aussi façonnage des paysages, quoi. Alors après, en matière de moyens, nous avons créé un poste d'animateur de la charte parce qu'il fallait faire partager cette charte aux producteurs. Lorsque j'ai attaqué une série de réunions sur le terrain, je peux vous dire, c'était le genre de sujet qui était difficile à aborder. Je vous rappelle, c'était en 2006. Le Grenelle de l'environnement n'était pas passé par là encore. Nous n'avions pas cette notion uniquement d'environnement. Et donc, je suis parti avec mon bâton de pèlerin avec mes administrateurs et mes membres du bureau, rencontrer les vignerons et leur dire que l'environnement, ça ne devait pas être que quelque chose pour les autres, mais que ça devait être bien quelque chose pour nous et qu'ils avaient à terme un intérêt fort à ce que ça réussisse et à participer à ça.
Et j'ai été, la première réunion m'a conforté dans ma démarche, puisque les vignerons qui étaient présents dans la salle m'ont dit, mais enfin une bonne idée novatrice, et enfin quelque chose que l'on va pouvoir mettre en musique, parce qu'au quotidien, nous sommes capables d'apporter des réponses en matière environnementale. Donc à partir de ça, donc, un poste d'un animateur a été créé. Nous avons monté un comité de pilotage avec les instances décisionnelles de la charte paysagère, qui a été bien sûr composé par l'ensemble des partenaires financiers. Alors, il y a l'ADREAL, il y a notre l'ODG, il y a Nîmes Métropole, il y a le Conseil général du Gard, il y a l'Agence de l'eau, il y a le Conseil régional. Mais il y a également eu un comité de suivi qui est composé des partenaires techniques, des élus et des vignerons, pour présenter bien sûr l'avancée de la charte paysagère, également des choix qui sont faits. Ensuite, les actions de la charte, les ressources naturelles et la biodiversité. En même temps que nous avons monté cette charte paysagère, nous avons été sélectionnés au niveau européen pour porter un projet, le projet qu'on appelle LIFE et BioDivine. Donc c'est un projet qui est mis en place pour 4 ans, 2010-2014, où il travaille essentiellement sur 2 points, la mesure de la biodiversité. Donc on travaille effectivement sur la notion d'insectes, sur la notion d'oiseaux, également sur la notion d'organismes des sols. Et nous avons également mis en place des aménagements favorables à la biodiversité, tout ce qui peut être haies, couverts, enherbés, bosquets. Et là aussi, force est de constater que beaucoup d'agriculteurs se lancent dans l'agroforesterie, c'est-à-dire mettre en place sur les unités de leurs parcelles des bosquets, pour faire voir qu'on peut, dans une appellation d'origine contrôlée, lorsqu'on respecte l'environnement, on peut en même temps de l'acte de production avoir des zones réservées à une nidification des oiseaux, mais également à un maintien d'un certain écosystème. Nous avons également mis en place donc, des plantations de haies composites. Nous avons mis ça en place avec le soutien financier de l'ADREAL. Nous avons également des cultures paysagères qui se mettent en place, et notamment des jachères fleuries. Alors, à la fois sur les parcelles qui ont été arrachées, qui vont être replantées donc, par alternance, et surtout pour faire des rotations de cultures, mais également nous avons une action qui va se mettre en place dès cette année pour l'enherbement fleuri des tournières, parce que là aussi, c'est la vitrine que l'on peut offrir au quotidien aux consommateurs qui passent au quotidien par l'une de nos parcelles et qui peuvent observer, quoi. Donc je dirais que ensuite nous avons également en matière d'action charte, nous avons les ressources naturelles et la biodiversité. Nous avons également mis en place une viticulture durable en Costière de Nîmes. Nous avons lancé un appel à projet. Nous avons réalisé un guide bonne pratique. Nous sommes en train de le réaliser, un guide bonne pratique culturelle que nous annexerons au cahier des charges. Nous avons peut-être anticipé un peu la chose. Et nous avons également mis en place un système d'un PVE collectif en relation avec l'Agence de l'eau pour essayer de réduire les doses d'intrants sur les parcelles, mais également de changer peut-être le mode de culture par de l'investissement. Et nous avons d'ailleurs pu récolter pour les vignerons des montants de subventions globaux de 150 000 € qui ont permis à certains vignerons de s'équiper alors en outils de travail du sol, en intercept, en plein de choses pour essayer de limiter les doses d'intrants. Alors vous avez derrière ce tableau-là qui résume un peu notre objectif. Vous le voyez, je ne vais pas trop le détailler parce que mon temps est imparti est assez bref. Les réductions, réduction du recours aux molécules herbicides, les réductions des produits de traitement de couverture, et bien sûr, tout ça dans un objectif de limitation des pollutions. Nous devons être capables, à travers ces actions, de démontrer au grand public que nous sommes bien sur un schéma de réduction globaux à travers alors, le plan Ecophyto 2018, mais également surtout une volonté qu'ont les vignerons d'apporter des produits de plus en plus sains, des produits de plus en plus naturels qui correspondent aux attentes du consommateur. Mais également, ce n'est pas uniquement ça la charte paysagère, c'est également une identité culture rurale forte et agricole du territoire. Nous avons mis en place donc des zonages communaux, des potentiels paysagers et environnement de l'appellation Costière de Nîmes. Et là, nous avons été sollicités par les communes de l'appellation
Alors nous le faisons au rythme de 4 ou 5 communes par an, parce que c'est quand même lourd comme travail, à partir des plans cadastraux et des plans cadastraux des communes et des plans cadastraux de reconnaissance et de délimitation de l'appellation d'origine contrôlée, nous avons fait des croisements qui nous permettent non pas de hiérarchiser l'appellation, attention, on n'est pas dans la hiérarchie d'appellation telle qu'on le conçoit au niveau de l'INAO, mais par rapport aux problèmes paysagers et environnementaux, de faire que, quoi qu'il arrive, ces zones devront rester présentes en matière environnementale pour essayer de préserver le milieu naturel, quoi. Donc ces cartes se mettent en place au quotidien. Et pour faire un lien avec un sujet d'actualité qui est l'affectation parcellaire, on peut utiliser aujourd'hui ces cartes-là, puisque nous, dans l'appellation considérée, nous faisons de l'affectation parcellaire, pour savoir exactement les zones où les gens, où les producteurs, où les opérateurs revendiquent de l'appellation d'origine contrôlée. Tout ça croisant nous facilite énormément le travail au niveau de l'EDG, parce qu'on sait exactement où est produit l'appellation considérée. Mais également, donc, la charte, c'est aussi des actions de valorisation touristique. Nous avons mis en place des balisages d'axes paysagers dans le vignoble avec des bornes en pierre, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc ça nous permet de faire un certain nombre de valorisations touristiques, mais c'est également des actions de promotion et de communication. Nous avons mis en place chaque année maintenant une opération qui s'appelle Vintoqué, qui nous permet d'amener dans le vignoble les consommateurs qui peuvent découvrir à la fois les produits, les producteurs qui font déguster dans différents points et dans différents sites, mais également de mettre en valeur le patrimoine, je dirais, environnemental, puisqu'on essaie de faire sur des secteurs super en matière et beaux en matière environnementale, ce qui leur permet de découvrir toute notre qualité de paysage, notre qualité de terroir et notre qualité de vigneron. Bien sûr, puisque nous avions fait ces démarches-là, il nous semblait important d'aller encore plus loin en matière de reconnaissance, et donc l'appellation Costières-Nîmes a adhéré au réseau de Fontevraud, la charte de Fontevraud, peut-être que vous connaissez. C'est une charte qui a été Fontevraud, comme le nom l'indique, c'est à partir de la mission Val-de-Loire, puisque Fontevraud est un petit village du Val-de-Loire. C'est suite à une inscription au patrimoine national de l'UNESCO que donc cette charte Fontevraud a vu le jour. Nous sommes parmi les 5 vignobles adhérents à cette charte. Ces vignobles adhérents à la charte sont les suivants. Donc il y a le Val-de-Loire, il y a Château-Chalon, il y a les Côtes-de-Beaune méridionales, il y a le vignoble